Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Guy-Serge Cadio. À la une de cette édition, évacuation de Djibril Bassolé à l'extérieur pour des soins. Le ministre de la Justice, René Bagoro, affirme que le dossier traîne à cause des avocats qui refusent d'aller aux audiences pénales. Réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Paulin Salambéré. Nul besoin d'une audience pour prendre cette décision. 4059 élèves fictifs sont pris en charge dans les établissements privés qui accueillent les élèves boursiers selon une enquête diligentée par le ministère de l'Éducation nationale. En sport, il sera question de la préliste des éléphants sélectionnés pour la CAN en Égypte et du SAC de Chelsea en finale de Ligue Europa. Enfin, nous parlerons de santé au travail avec notre invité, Dr Ludwin Da, médecin du travail et directrice des activités de santé au travail à l'OST. Interview à suivre en fin d'édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Débutons avec cette brève. Il y a eu une forte mobilisation ce matin à Bobo-Dioulasso du mouvement citoyen Sia-Taforo pour exiger la construction du nouveau CHU à la forêt de Kwa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'organisation judiciaire a une nouvelle loi. Le code de procédure pénale a été relu et adopté hier à l'Assemblée nationale à l'unanimité par 105 députés votants. Cette adoption entre dans le cadre d'une série de réformes du ministère de la Justice visant à mettre à la disposition de la justice des textes souples, efficaces et respectueux des droits humains. Le document comprend 7 livres et 700 articles. Le point avec Asmao Dao. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le code de procédure pénale. L'arsenal juridique vient donc d'être renforcé par la relecture du Code de procédure pénale adopté à l'unanimité par 105 députés votants. Entre autres innovations, il y a l'assouplissement de la procédure de convocation par l'usage de plusieurs voies. Aussi, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel est désormais apte à juger les actes terroristes. En plus, la chambre d'accusation s'appelle désormais chambre d'instruction. Il y a aussi qu'on ne parlera plus d'inculpés mais de mis en examen, suivant le respect du principe de présomption d'innocence. René Bagoro, le ministre de la Justice. C'est vraiment une série de réformes qui vont permettre à notre justice d'avoir des tests plus souples, plus rapides mais plus efficaces et surtout respectueux des droits des individus. Au-delà donc du fait qu'il vient remplacer celui depuis 50 ans et à profiter, nous adapter à nos engagements internationaux aussi. Dorénavant, le juge d'instruction a l'obligation de respecter les délais de détention provisoire et non de tenir quelqu'un indéfiniment. Cela vise à réduire la surpopulation carcérale. Si le CIFDA, une organisation de la société civile, a apprécié le travail abattu, il déplore l'écartement d'un amendement soumis. Urbain Yamego. Il s'agit du droit pour les organisations de la société civile donc de porter l'action civile en réparation pour certaines infractions et malheureusement nous avons constaté que l'amendement a été retiré, il n'a même pas fait l'objet donc de débat et nous déplorons la qualité en tout cas du débat. Par ailleurs, le ministre de la Justice René Bagoro prépare un projet de loi relatif aux infractions sur les réseaux sociaux. C'est un certain nombre de pratiques qu'on voit, par exemple le fait de montrer des images des forces de défense et de sécurité en combat ou bien de montrer certains lieux. Nous sommes en train de préparer donc un projet de loi qui va renforcer cet arsenal. À l'Assemblée, le ministre de la Justice a été interpellé sur le cas du général Djibril Bassolé, accusé dans le procès du putsch de septembre 2015, qui demande à être évacué pour des soins à l'extérieur. René Bagoro affirme que le tribunal a été saisi mais ne peut statuer, vu que les avocats observent un mouvement d'humeur. Écoutez-le au micro d'Asmao Dao. M. Djibril Bassolé comparaît devant donc la chambre du premier instant du tribunal militaire. S'il doit s'absenter pour des raisons quelconques, c'est le tribunal qui doit décider. Le tribunal actuellement est saisi, mais il se trouve que les avocats sont en mouvement et qu'ils refusent d'aller aux audiences pénales. Or, tant que les avocats ne reprennent pas, il n'y aura pas. Donc, ce n'est pas un refus, ce n'est pas un blocage par le chef de l'État, encore moins par le ministre de la Justice. C'est que le tribunal ne peut pas statuer parce que l'absence des avocats l'empêche d'avoir une audience pour statuer sur la question. Pour le bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Paulin Salambéré, nul besoin d'une audience pour prendre cette décision. Il a été joint au téléphone par Ousmane Paré. Dans ce pays, on a l'art d'opposer les uns contre les autres. Je suis étonné que l'autorisation de sortie du général Bassolé soit liée aux activités des avocats. Le général
Bassolé a déjà bénéficié d'une autorisation de sortie, ce qui lui a permis d'aller bénéficier de soins à l'étranger. En écoutant la déclaration du ministre, cela suppose que pour obtenir cette autorisation de sortie, il y a eu une audience au cours de laquelle le tribunal militaire s'est prononcé sur une éventuelle demande venant de ses avocats. Mais il n'en est rien. Le 19 février 2019, les avocats du général Bassolé ont adressé une demande d'autorisation de sortie pour des soins au président du tribunal militaire. Et à la même date, par correspondance recours, le président du tribunal a donné un avis favorable. Je dis bien par correspondance. Je veux bien que le ministre trouve des arguments pour justifier la léthargie du tribunal militaire, mais vous pourrez vérifier au primitif du tribunal militaire s'il y a eu une audience pour statuer sur cette demande. Je ne le pense pas. Du ministre qui fait des déclarations, en tout cas, qui ne reflètent pas la réalité de la situation. La situation du général Djibril Bassolé a aussi été évoquée hier par le cadre d'expression démocratique lors d'un point de presse. Il a aussi été question de réconciliation nationale et pour y parvenir, selon le coordonnateur du CED, Pascal Zaïda, le retour de Blaise Compaoré est la meilleure solution. Suivez le compte-rendu d'Inoussa Kiema avec la voix de Bernabé Cabré. Dans la perspective des futures échéances électorales, le coordonnateur national du CED a appelé le gouvernement à tout mettre en œuvre pour faire de la réconciliation nationale une réalité avant 2020. Pascal Zaïda. Nous ne voulons pas qu'on entre dans une période électorale pour parler de réconciliation. Non, toutes les questions liées à la question de justice, à la question de réconciliation doivent être traitées dans les 6 mois récents de l'année 2019. Et pour lui, le retour de Blaise Compaoré est une condition majeure pour aller à la réconciliation. Nous sommes persuadés que le retour des exilés et surtout le retour du président Compaoré est une condition planchée pour une réconciliation nationale réussie. Pascal Zaïda dit tenir le gouvernement pour responsable de ce qui adviendrait à Djibril Bassolé en attente d'une évacuation sanitaire. Dans un contexte de remous sociaux et de revendications relatifs à la masse salariale, le Conseil des ministres a adopté hier un document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022, un document de cadrage budgétaire et financier qui vise à diriger les budgets sur les 3 prochaines années. Les détails avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Dandino. Nous avons donc au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement adopté ce qu'on appelle le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022. C'est un outil donc de cadrage macroéconomique, budgétaire et financier et qui couvre une période de 3 ans et qui doit être présenté donc à l'Assemblée nationale et donc débattu à l'Assemblée nationale afin de diriger donc les budgets sur les 3 prochaines années à venir. On sait que l'élaboration donc de ce DPBEB-là se fait dans un contexte très difficile. C'est celui donc marqué par les revendications sociales, mais également celui marqué par les menaces sécuritaires. Donc les choix qui sont dans ce DPBEB sont ceux du renforcement de la sécurité, de la cohésion sociale, de la promotion de la bonne gouvernance, du développement du capital humain et de la dynamisation des secteurs porteurs. Le ministère de l'Éducation nationale qui a diligenté une enquête sur les établissements privés qui accueillent les élèves boursiers révèle la prise en charge de 4059 élèves fictifs. Le MENA annonce que d'autres enquêtes seront menées les années à venir et les établissements en fraude seront rayés de la liste des établissements subventionnés. Des détails avec le ministre Stanislas Ouaro. Dans les établissements d'enseignement privé conventionnés par l'État, nous avons cette année décidé, avant donc la prise en charge financière des élèves affectés, nous avons décidé de faire un contrôle de la présence physique de ces élèves dans les différents établissements conventionnés. Et donc nous avons donc contrôlé 432 établissements. Nous avons donc détecté une présence fictive de 4059 élèves. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'établissements, les effectifs qui nous ont été communiqués ne sont pas conformes à la réalité. Donc il y a des élèves qui ne sont pas présents. Et malgré cela, donc, ils ont été comptabilisés. Et donc, nous avons notifié à ces établissements-là, donc justement, de reprendre donc leurs documents, les informations contenues pour une prise en charge financière. Et ça nous permet donc d'économiser un peu plus de 203 millions de francs CFA. En plus de cela, donc, nous avons informé ces établissements que là, c'est un avertissement, parce que nous allons continuer les contrôles chaque année. Et à partir de l'année prochaine, les établissements qui seront donc pris dans une mauvaise communication des effectifs réels affectés, donc cet établissement sera purement et simplement rayé de la liste des établissements conventionnés.
Des propos recueillis par Alinta Ouedraogo. Ajoutons qu'au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, un décret portant modification des décrets portant organisation du dit ministère a été adopté. Il permettra de donner à la brigade mobile de lutte contre la fraude un ancrage institutionnel plus fort et des moyens plus consistants afin de lutter contre tous les types de fraude. Comme chaque année, des centaines de jeunes leaders africains vont bénéficier dans le cadre du programme YALI de 6 semaines de formation dans les universités aux États-Unis. Sur les 700 jeunes de l'Afrique subsaharienne à sélectionner pour 2019, on dénombre 10 Burkinabés. Afin de préparer ces derniers pour leur séjour aux États-Unis, une session de briefing a été organisée hier par l'ambassade des États-Unis. Marina Traoré. Ils étaient 400 au départ à avoir postulé au programme YALI édition 2019. Au final, 10 ont été retenus. 10 leaders burkinabés au profil différent, médecins, commissaires de police, chefs d'entreprise ou encore communicateurs. Pendant 1 mois et demi, ils seront formés dans plusieurs domaines aux États-Unis. Marc Daniel, attaché culturel à l'ambassade des États-Unis au Burkina. Nous avons des tracks qu'ils vont étudier aux États-Unis, comme le business, l'entrepreneuriat, le leadership et aussi le service public. Selon Marc Daniel, l'objectif du YALI, c'est de renforcer les relations entre le Burkina Faso et les États-Unis. Le programme du YALI sert à renforcer le partenariat entre les États-Unis et le Burkinabé. Aux États-Unis, nous sommes très ravis que les YALI peuvent venir nous apprendre comment est l'Afrique, comment nous pouvons travailler mieux ensemble. Josué Zabsonré est commissaire de police. Il est l'un des bénéficiaires du programme YALI 2019. Le domaine dans lequel j'ai été positionné, qui est le leadership en management du public, va nous permettre de bénéficier déjà de l'expérience que ont les Américains à la matière pour pouvoir rendre encore meilleure la relation qu'on peut avoir avec la population ici, mais aussi rentabiliser en la gestion même des ressources humaines au sein de la police et en faire une police plus professionnelle. Le programme YALI est mis en œuvre au Burkina Faso depuis 2011. Tout autre sujet, l'Église catholique célèbre aujourd'hui l'Ascension, une fête qui récapitule tous les mystères chrétiens notamment, avec Jésus qui durant sa passion a surmonté toutes les forces du mal. Autrement dit, l'Église célèbre aujourd'hui la montée de Jésus vers Dieu son Père. Quel sens cela révèle-t-il aux fidèles dans notre monde actuel? Au micro de Brigitte Yoda, écoutez les explications du Père Jean-Pierre Bondu de la paroisse Saint-Jean 23 à Ouagadougou. Le grand message du jour de l'Ascension, la fête de l'Ascension, nous célébrons le Christ qui, élevé auprès de Dieu, prend pouvoir sur tout ce qui, toutes ces puissances maléfiques. Et donc cela fortifie notre confiance et notre importance. Un autre aspect, c'est que Jésus élevé au-dessus de tout, c'est aussi Jésus disparu. Et la condition actuelle du chrétien, c'est de croire sans voir. D'ailleurs, peut-on parler de foi si l'on ne croit pas sans voir? Croire, c'est faire confiance à la parole qui nous est dite dans la nuit. L'Ascension illustre donc notre situation actuelle qui est celle du temps de la foi. Mais si Jésus n'est plus là, où est-il? Ce qui revient à demander, où est Dieu? Et comprenons bien que les cieux où le Christ monte, c'est l'homme, c'est l'humanité. Il est parti pour les yeux, mais avant de partir, il nous assure qu'il reste avec nous jusqu'à la fin du monde. Il reste présent, mais d'une présence toute spirituelle. Comme le dit saint Paul, nous ne connaissons plus le Christ selon la chair, mais selon l'esprit. Avec l'esprit, il nous devient intérieur, il s'exprime à travers nous. Omega Sport. À présent, le point de l'actualité sportive avec Ibrahim Baïli. Bonjour et bienvenue. Avant de commencer la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire jouera un dernier match amical de préparation contre les Comores le 7 juin prochain. Pour l'occasion, le sélectionneur national Ibrahim Kamara a dévoilé une pré-liste de 27 joueurs. En note l'absence de l'ancien joueur de Lille et actuel joueur de Parme Gervinho. Un autre attaquant, Salomon Kalou, manque aussi à l'appel. Parmi les autres absents, Eric Bailly de Manchester United ou le finaliste de la Ligue des champions africaine, Fousseni Koulibaly. Wilfried Bony lui fait son grand retour dans cette pré-liste. Les éléphants démarreront leur préparation à Chantilly en France. Demain vendredi, les coéquipiers de Serge Aurier sont dans le groupe D en compagnie du Maroc, de l'Afrique du Sud et de la Namibie.
Gehad Grisha, l'arbitre égyptien de la finale allée de la Ligue des champions d'Afrique entre le Wydad Athletic Club de Casablanca et l'Espérance Sportive de Tunis samedi dernier, a été suspendu en raison d'une performance faible, a annoncé mardi la Confédération africaine de football. Gehad Grisha a exprimé son grand étonnement et amertume à la suite de la lourde sanction qui lui a été infligée par la Confédération africaine de football. Cet arbitre a écopé d'une suspension de 6 mois qui le privera de la direction des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte chez lui. Arbitre international depuis 2008, présent au mondial 2018, l'Égyptien avait été critiqué après le match par la Fédération royale marocaine de football dans une lettre adressée à la Confédération africaine de football. Restons sur ce chapitre pour dire que le Wydad Athletic Club de Casablanca a demandé officiellement à la Confédération africaine de football de changer le stade qui abritera la finale retour de la Ligue des champions africains 2018-2019. Cette rencontre aura lieu au stade de Radès ce vendredi 31 mai et opposera l'Espérance sportive de Tunis au Wydad Athletic Club de Casablanca. La formation marocaine justifie sa demande par les défaillances constatées dans certaines tribunes du stade de Radès et qui présenteraient un danger pour les supporters. Mais selon les informations venues de la Tunisie, les gradins du stade olympique de Radès sont prêts à accueillir le nombre convenu de supporters à l'occasion de la finale retour de la Ligue africaine des champions. Mardi, le directeur général de la Cité nationale sportive, Tarek Farjaoui, a fait savoir que les photos relayées ces dernières heures via certains médias ont lancé une frayeur infondée sans aucune véracité, expliquant que les gradins du stade répondent aux normes de sécurité en vigueur et ce malgré la nécessité d'assujettir les colonnes de liaison à des travaux de maintenance. Le directeur a rassuré que le stade de Radès ne présente pas de danger pour les supporters et qu'il peut accueillir 60 000 supporters ce vendredi lors de la finale retour de la Ligue des champions entre l'Espérance sportive de Tunis et le WAC. En Europe, Chelsea a remporté hier la Ligue Europa à Bakou en Azerbaïdjan en disposant de son voisin de Londres, Arsenal, par 4-1 dans un match 100% british. Ce titre est le 6e du club londonien après ses victoires en Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe 111 et 98, celle en Supercoupe 98, son sacre en Ligue des champions 2012 et celui en Ligue Europa 2013. Pour les Gunners, qui n'ont plus gagné de trophée européen depuis 1994, Coupe des vainqueurs de Coupe donc, la pilule est difficile à avaler. Seule une superbe reprise de demi-volée du Nigérian Alex Iwobi a égayé le triste soirée en Azerbaïdjan. L'invité du jour. Il est question de santé au travail avec notre invité. Si les employeurs connaissent l'obligation d'inscrire leurs travailleurs à la CNSS, rares sont ceux qui s'affilient à l'Office de santé des travailleurs, pourtant obligatoire et importante pour la santé et la sécurité des travailleurs. Pourquoi? Question posée par Élise Canuel au docteur Ludwine Da, médecin du travail et directrice des activités de santé au travail à l'OST. Bonjour docteur Da. Oui, bonjour. On néglige la santé au travail. Comment on peut expliquer en fait cette négligence-là? Ça peut se situer à plusieurs niveaux. Je pense que les gens n'ont pas compris l'importance de la santé et de la sécurité au travail. Et je pense que c'est une question de sensibilisation et pour amener les gens à comprendre et à adhérer. Dites-nous à peu près le nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui affiliées à l'OST. Aujourd'hui à l'OST, nous avons environ 700 entreprises affiliées sur toute l'étendue du territoire. C'est un chiffre vraiment très infime par rapport au nombre d'entreprises qui existent au Burkina Faso. Alors que si nous prenons le code du travail, il est dit que toute entreprise installée au Burkina doit s'affilier à l'Office de santé des travailleurs ou à toute autre structure de santé au travail agréée. Très concrètement, combien coûte cette affiliation pour une petite entreprise? Pour une entreprise de moins de 30 travailleurs, c'est 22 500 par mois. Et 22 500, ça prend en compte les consultations en santé au travail, ça prend en compte la surveillance du milieu et des conditions de travail, ça prend en compte l'IEC et un certain nombre de prestations avec d'autres avantages, la réduction du prix en cas de visite médicale, tout cela est pris en compte. Et le contrat qui nous lie avec les travailleurs nous va un peu plus loin en disant que c'est le travailleur et les membres de sa famille. Alors 22 500, on peut se dire c'est pas beaucoup. Certains doivent se dire que c'est trop. Ils n'ont pas envie de faire cette dépense-là. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner en fait? Je pense que c'est une disposition légale et les gens doivent pouvoir en tout cas accepter cette disposition légale, respecter les tests qui sont en place. Vous avez la possibilité que tous les travailleurs puissent venir le nombre de fois qu'ils veulent
au niveau de cette structure sans s'inquiéter parce qu'ils n'auront pas à payer directement parce que vous aurez déjà payé, prépayé parce que vous êtes affilié. Maintenant, tout ce que nous demandons, c'est que les gens puissent venir effectivement pour bénéficier de ces prestations. Quand on parle par exemple de surveillant du milieu des conditions de travail, là par exemple l'OST peut-être peut se déplacer, peut programmer. Mais en termes d'information, de conseils, je pense que les travailleurs et les employeurs peuvent venir aussi de façon spontanée pour bénéficier de ces prestations gratuitement. On peut estimer aussi 22 500, nombreux sont ceux qui peuvent payer ça chaque mois. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de compréhension de leur côté et de visibilité pour l'OST, de communication? Est-ce que tout le monde connaît l'OST? C'est pas sûr. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup d'insuffisance à ce niveau. Les gens ne connaissent pas beaucoup l'OST. Il y a aussi des insuffisances certaines au niveau de l'OST que nous travaillons à améliorer. Parce que lorsque vous prenez même la disponibilité, la continuité du service, ce n'est pas toujours évident. Mais nous invitons les partenaires sociaux qui sont les travailleurs, les employeurs, à vraiment accompagner l'OST, à vraiment accepter, adhérer aux prestations de santé au travail pour qu'ensemble on puisse améliorer la situation dans notre pays. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des problématiques importantes en termes de santé au travail, des risques au travail qui sont importants, qui mettent en danger les travailleurs, des maladies professionnelles qui sont préoccupantes? Est-ce que ça a un impact sur la santé des Burkinabés, leur lieu de travail qui n'est pas bien sécurisé, tous ces risques-là qui ne sont pas maîtrisés? C'est certain, et les risques professionnels sont réels. Et les risques professionnels, ça existe dans tous les secteurs d'activité, à tous les postes de travail. Maintenant, en fonction de l'emploi, en fonction des produits manipulés, des procédés de travail, on peut avoir des risques plus ou moins graves, qui menacent un jour. Mais aujourd'hui, vous avez toutes les conditions, surtout les conditions de travail, qui peuvent vraiment entraîner des risques graves au niveau des travail. Sans compter les risques psychosociaux qui sont importants. Les syndicats, on ne les entend pas vraiment non plus sur la protection de la santé du travailleur sur son lieu de travail. Bon, jusque-là, la collaboration ne sont pas... voilà, c'est pas au point. Donc nous allons en tout cas avoir des démarches pour travailler un peu plus avec les syndicats parce que nous pensons que c'est une voie, un canal pour nous de pouvoir toucher le maximum des travailleurs, faire comprendre aux travailleurs la nécessité vraiment d'aller à la santé au travail. Et c'est aussi un engagement national. L'État s'est engagé au plus haut niveau des choses. Il faut vraiment que cette santé des travailleurs puisse être mise en œuvre pour protéger vraiment les travailleurs, parce que l'objectif, c'est vraiment protéger les travailleurs. Est-ce qu'il y a suffisamment de textes aujourd'hui au Burkina pour permettre justement cette protection-là des travailleurs? Il y a suffisamment de textes. Je pense que ce que nous avons déjà dans notre arsenal législatif, réglementaire, suffit pour en tout cas faire un minimum. La grande question, le grand problème, c'est qu'il y a certains tests ou certaines voies qui n'ont pas de tests d'application. On dit qu'il faut protéger les travailleurs dans les choses, mais comment? Et ça fait que les gens ne se sentent pas trop concernés, les gens ne voient pas l'important, les gens ne s'engagent pas. Merci Dr Da. Merci beaucoup. Et c'est avec cette interview du docteur Ludwin Da que nous refermons cette édition mise en onde par Fidèle Compaoré. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.